Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie mettre en place pour placer une partie de sa trésorerie d'entreprise. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Serrault. Bonjour Guillaume Serrault. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de Alikis Conseil. Alors c'est vrai que dans cette émission, on parle souvent de l'épargne des Français. Là, on va s'intéresser plus spécifiquement à la trésorerie des entreprises, donc aux personnes morales qui, elles aussi, peuvent avoir envie, besoin de rémunérer une partie de leur trésorerie. Ça fait partie des demandes qui arrivent régulièrement. Totalement, à l'instar des investisseurs privés, une personne morale, je veux dire quelle qu'elle soit, une entreprise industrielle, une entreprise de services, une société holding, une association, une fondation, les instituts bien évidemment, ont ou peuvent avoir des liquidités, de la trésorerie, des excédents de trésorerie à rémunérer selon différentes maturités. D'accord. Oui, parce qu'on parle des excédents, on ne parle pas de la trésorerie dont on n'a pas besoin à court terme. En tout cas, immédiatement. Qui vont dépendre effectivement de différentes stratégies qui seront dépendantes du contexte de l'entité, de la situation économique et de l'environnement de marché qui va influer sur les solutions possibles, en tout cas en termes de placement de trésorerie. Et d'ailleurs, si on parle des entreprises en tant que telles, c'est totalement vrai pour les toutes petites entreprises que pour les grands groupes cotés, comme pour les PME et les ETI, sauf que généralement, dans un grand groupe coté, on va avoir une équipe de trésoriers, bien évidemment, dont c'est le métier, c'est le métier, avertis sur le sujet, alors que pour les entreprises plus petites, les PME, il sera nécessaire d'être accompagné et guidé pour placer cette trésorerie. Il y a une périodicité dans le placement de la trésorerie. On le constate que peut-être plus en début d'année, plus à mi-année, plus en fin d'année. C'est des questions qui reviennent au sein des entreprises ? Alors ça peut être notamment le cas en fonction des secteurs d'activité. Ce qui va être important pour une entreprise, c'est déjà d'établir son cahier des charges, de segmenter ses différentes poches d'investissement qui vont notamment correspondre à certaines maturités. En phase de maturité, on va choisir différentes solutions possibles. Là, on va rentrer dans la stratégie dans un instant. Juste avant, donc, il y a ce sujet périodicité. On est à mi-année 2023. Qu'est-ce que vous constatez actuellement en matière de sujets d'anticipation de trésorerie dans les entreprises que vous accompagnez ou avec lesquelles vous discutez ? Aujourd'hui, déjà, ce qui est intéressant de s'intéresser, c'est la situation de trésorerie des entreprises dans le contexte que l'on connaît. Si on regarde tout simplement les enquêtes d'opinion, les décideurs, qu'ils soient dirigeants, directeurs financiers, trésoriers, ont une vision favorable à date de l'état de leur trésorerie. S'agissant des anticipations, elles sont là aussi positives. Elles rejoignent la trajectoire long terme, effectivement, de leur vision de trésorerie. Il y a peut-être deux inquiétudes que les enquêtes d'opinion relèvent. La première, mais qui a tendance à se dissiper, c'est le prix des matières premières. Les inquiétudes étaient plus importantes il y a quelques mois. Ouais. En revanche, ce qu'on a constaté sur le dernier trimestre, c'est un allongement des délais de paiement qui peut donc impacter la trésorerie. Et donc, je pense que c'est un indicateur à regarder et qui peut être un signe de ce qui pourra se passer dans l'environnement économique dans les mois qui viennent. Justement, il y a un environnement économique, il y a un environnement financier, une BCE, pour ne parler que de l'Europe, qui monte ses taux directeurs, ce qui a un impact direct sur les marchés obligataires. Quand on parle de gestion de l'épargne, donc des particuliers, on entend souvent des gérants nous dire que l'obligataire peut devenir concurrent dans une certaine mesure des marchés actions. Est-ce que ça change aussi la donne en matière de stratégie de gestion de trésorerie d'entreprise ? L'environnement a été bouleversé en quelques mois. Depuis le début de la guerre entre la République fédérale de Russie et l'Ukraine, ça a engendré effectivement un retour de l'inflation qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Et l'arme pour lutter contre l'inflation, c'est la hausse des banques centrales, c'est la hausse des taux, et c'est d'ailleurs de toute façon inscrit dans leur mandat, c'est d'ailleurs le mandat de la Banque centrale européenne. Quand on regarde sur les 12 derniers mois, le principal taux directeur de la Banque centrale européenne, le taux Refi, s'est apprécié de 400 points de base. Ouais. Les autres taux, les taux longs, se sont également tendus. Quand on regarde le taux des OAT 10 ans, il est passé de quasiment plus ou moins 0% à presque 3% en un an. Et ça, plusieurs conséquences. Bien évidemment, quand les taux remontent, le coût du financement s'apprécie. Ça coûte plus cher de se financer.
Pour les détenteurs de produits de taux et de portefeuilles obligataires, la remontée des taux a eu un impact négatif sur la valeur de leurs actifs. Bien sûr, Montée des taux. Si les nouvelles obligations ont des taux plus attractifs, les anciennes obligations voient leur valorisation baisser mécaniquement. Exactement. Mais cette hausse des taux a créé de nouvelles opportunités pour placer de la trésorerie. On a retrouvé un champ des possibles bien plus important qu'il y a encore quelques années, qu'il y a encore quelques mois, j'ai envie de dire, puisque, je rappelle, il y a quelques mois, certaines banques, certains émetteurs commençaient à taxer les dépôts. Oui, là, on est bien sûr. dans une logique de rémunération plutôt importante des dépôts. Mais alors justement, vous nous l'avez dit, alors ce ne sera pas le sujet de cette interview, mais il y a quand même un sujet quand on est une entreprise de coût du financement plus élevé. Donc ça, c'est un sujet. Puis c'est son impact aussi sur la trésorerie qu'on peut vouloir potentiellement garder pour des investissements ou autres. Quand on veut construire une stratégie d'investissement ou de placement d'une partie de sa trésorerie, vous nous avez mentionné le cahier des charges. Quelles sont les questions qu'on doit se poser concrètement ? La première chose pour la trésorerie, c'est la liquidité, effectivement, dont on a besoin. C'est important de faire un état de sa trésorerie et de différencier les différentes poches d'investissement et donc les différentes maturités pour lesquelles on va affecter différentes solutions d'investissement. Donc, je veux dire, c'est la première des choses. La deuxième chose, et pour les entreprises opérationnelles, c'est quel niveau de protection pour la très grande partie de la trésorerie. On va mettre en place une garantie en capital total de la trésorerie. Ça semble évident, mais il peut y avoir de la trésorerie qui n'est pas garantie en capital ? Quand on est sur un fonds monétaire, par exemple, prenons le cas des fonds monétaires. Ça, c'est intéressant parce que les fonds monétaires, c'est quand même relativement peu risqué, mais néanmoins, sur ces dernières années, ils ont eu des performances négatives. Oui, en revanche, il y a eu un point d'inflexion et les fonds monétaires qui sont composés de billets de trésorerie et d'obligations à 6-12 mois retrouvent un peu de lumière et ont des performances tout à fait satisfaisantes. Et ce n'est pas parce qu'on gère de la trésorerie à court terme qu'on ne peut pas diversifier les solutions. On peut parfaitement diversifier sa trésorerie court terme avec des titres de créances négociables, avec des comptes à terme qui aujourd'hui rémunèrent entre 3,5% et 4% à un an, et également des fonds monétaires, alors qu'il y a encore, en tout cas à très court terme, il y a encore quelques mois, ça n'avait pas de sens d'aller sur ces fonds-là, puisqu'on savait qu'on allait potentiellement perdre de l'argent. Donc premier sujet, le maître mot de la trésorerie même d'entreprise, la liquidité. Ensuite, la garantie en capital ou l'adaptation effectivement à une stratégie. Quelles autres questions faut-il se poser ? La diversification peut-être La diversification, et je parlais de différentes poches en fonction des différentes maturités. On a parlé là de la trésorerie très court terme, quand on a un petit peu plus d'horizon, quand on est à 2-5 ans par exemple. Aujourd'hui, la classe d'actifs obligataires a retrouvé effectivement de son attractivité. Pourquoi ? La reconstitution des rendements obligataires donne davantage de confort aux investisseurs qui peuvent investir auprès d'émetteurs qui ont les plus belles signatures, les investment grade, avec des rendements plutôt confortables. C'était inimaginable si on se place 12 à 18 mois en arrière. Dans la même logique, pour optimiser la poche obligataire, peut-être opportun de regarder ce qu'on va appeler les fonds datés, les fonds buy and hold, avec des maturités qui aujourd'hui sont plutôt de 2 à 5 ans, donc si on se projette 2025 à 2028. Donc les fonds datés, je le rappelle, ce sont des fonds qui sélectionnent et conservent plusieurs dizaines de signatures d'entreprises de tailles variées. On parle d'obligataires. Et on parle d'obligataires, bien sûr, de tailles variées, de secteurs variés, et qui permettent aujourd'hui, avec un risque particulièrement maîtrisé, d'avoir des rendements à maturité plutôt significatifs. Je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, c'est que la différence de ces fonds datés par rapport à des fonds obligataires classiques, c'est qu'un fonds obligataire classique peut procéder à des achats-reventes d'obligations, alors que l'idée du fonds daté, c'est qu'il n'en fasse pas ou peu, mais qu'il conserve les obligations jusqu'à leur terme en offrant un rendement. Exactement, c'est cette stratégie buy and hold, j'achète et je conserve jusqu'à remboursement du capital à terme. Donc en fait, la stratégie va essentiellement dépendre de l'horizon de temps qu'on s'accorde sur les différentes poches de trésorerie qu'on aura décidé de compartimenter finalement. Exactement, on va compartimenter les différentes poches de trésorerie et quand on va compartimenter, on va s'attendre à un rendement qui va être plus ou moins important aujourd'hui. Et avec cette hausse des taux depuis 12 mois, on va pouvoir beaucoup plus facilement construire des solutions sur mesure pour répondre au cahier des charges des différentes poches.
Un mot sur les produits structurés, mais juste avant, on a parlé de court terme, de moyen terme. L'horizon maximum en matière de placement de trésorerie d'entreprise, c'est quoi? C'est 5 ans? Alors oui, ça peut être plus long pour les entreprises qui ne sont pas opérationnelles. Une entreprise, on va dire une personne morale, ça peut être une société holding qui va gérer des liquidités à différentes maturités, notamment du long terme. Généralement, ces entités vont pouvoir investir sur des solutions non cotées, que l'on connaît tous. On parle beaucoup aujourd'hui de private equity qui se démocratise pour... Là, c'est l'illiquidité même, Exactement. mais On est vraiment sur là de la stratégie long terme qui n'a bien évidemment pas de sens pour les entreprises à très court terme, mais qui peut être une réponse à certaines personnes morales qui gèrent des actifs à long terme. Sur le temps qui nous reste, alors on parle beaucoup de produits structurés, pareil pour l'épargne des particuliers. Est-ce que ça peut aussi offrir certaines solutions en matière de trésorerie d'entreprise? Totalement, les produits structurés, on le voit en poupe depuis plusieurs années, mais depuis quelques mois, avec la hausse des taux, les possibilités qui nous sont offertes par les produits structurés sont extrêmement importantes. Pourquoi ? Je rappelle, un produit structuré, voilà, c'est une combinaison d'actifs financiers, d'instruments financiers, avec notamment des obligations et des options. Aujourd'hui, on va pouvoir construire des solutions sur mesure qui vont pouvoir répondre au cahier des charges des investisseurs, en tout cas des décideurs. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir aujourd'hui beaucoup plus facilement construire des solutions à capital garanti, et on l'a dit pour les entreprises, c'est au-delà de la liquidité, c'est quelque chose d'extrêmement important. On va, avec les produits structurés, pouvoir choisir une maturité qui va pouvoir aller de 1 an à 10 ans, avec une maturité fixe, ou une maturité variable avec les mécanismes de rappel anticipé. On va pouvoir choisir le support, ce qu'on va appeler le sous-jacent, de l'Euribor, panier obligataire, un titre vif, des indices. On va déterminer ou pas la nécessité, en tout cas les modalités conditionnelles ou garanties de versement des coupons, autrement dit de versement du taux d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra mettre en place. Et puis, bien évidemment, certaines entreprises, notamment quand elles font de l'export, doivent gérer différentes devises. Alors, elles peuvent se couvrir, bien évidemment, contre les mouvements de devises, mais elles peuvent aussi gérer une partie de leur trésorerie avec différentes devises. Et les produits structurés, on peut aussi en faire dans différentes devises. Bon, on rappelle que les produits structurés, c'est une classe d'actifs à part entière. Hein. Il y a toutes les stratégies représentées dans les produits structurés. Donc, c'est à prendre ensuite au cas par cas, finalement, ou au sur-mesure. Merci en tout cas, Guillaume Serrault, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, nous donner quelques questionnements, quelques questionnements à avoir lorsque l'on veut placer sa stratégie d'entreprise. J'appelle que vous êtes président de Alikis Conseil. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart. Merci.